8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez le réalisateur et écrivain Cyril Dion. Il a aussi été l'un des garants de la Convention citoyenne pour le climat. Oui, que ça paraît loin. Bonjour et bienvenue à vous, Cyril Dion. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, disait Jacques Chirac en 2002 au sommet de Johannesburg. 20 ans après, on pourrait le paraphraser en disant « Notre maison brûle encore plus fort » et tout le monde semble s'en foutre royalement. Pourquoi les questions environnementales n'intéressent personne, ni les politiques, ni les citoyens, visiblement? A priori, ça intéresse les citoyens, parce que toutes les études d'opinion qu'on fait montrent que c'est parmi les préoccupations les plus importantes. Et j'ai un peu envie aussi de vous retourner la question. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, alors qu'on vient d'avoir 2 volets du rapport du GIEC, qui nous annoncent quand même des choses assez terribles, dans le volet 2, ils nous racontaient quand même que si le changement climatique continue à ce rythme-là, 3,5 milliards de personnes vivent sur des territoires qui vont devenir inhabitables à terme, à la fin du siècle. Comment est-ce que des journalistes peuvent voir passer cette information-là, se retrouver face à des candidats aux élections présidentielles et ne pas leur poser la question, ne pas leur dire « mais c'est extrêmement grave, qu'est-ce que vous avez prévu pour gérer ça ?» Responsabilité des politiques, responsabilité des journalistes. Responsabilité des médias, et puis responsabilité des politiques. Malheureusement, il y a beaucoup de responsables politiques qui n'y connaissent rien. Je ne citerai pas de nom, mais enfin, quand même. Donc, ils ne s'aventurent pas sur ces terrains-là parce qu'ils ne sont pas formés. Et c'est là aussi quelque chose de complètement fou. Et il y en a quelques-uns qui ont des programmes qui sont quand même beaucoup mieux armés pour faire face à ces enjeux-là, et qui sont un peu inaudibles parce qu'ils sont noyés dans une espèce de bain où ça a été d'abord trusté par les questions d'immigration et de sécurité, et puis maintenant l'actualité fait que la guerre en Ukraine a pris le Et pas. justement, on peut se demander pourquoi ce n'est pas une priorité. Quand on voit la troisième partie, troisième volet de ce rapport du GIEC, qui est donc sorti en début de semaine, il nous dit que l'humanité dispose de moins de 3 ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre si elle veut conserver un monde vivable. En gros, on a 3 ans, sinon c'est le générique de fin. Ce qu'ils nous disent. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut absolument que le pic d'émissions de gaz à effet de serre baisse. Et au plus tard, en 2025, mais il faudrait déjà qu'il baisse maintenant. En fait, si on continue comme ça jusqu'en 2025, entre 2025 et 2030, il faudrait réduire de 43% nos émissions. Ce qui est impossible, on n'y arrivera jamais. Donc, d'une certaine manière, le GIEC nous dit à chaque rapport, et de plus en plus, nous sommes dans une situation d'urgence vitale. Une partie de cette planète pourrait devenir invivable. Des gens pourraient souffrir. Il faut quand même se rendre compte que dans un monde à plus 2, plus 3, et évidemment encore plus 4 degrés, dans les zones tropicales, par exemple, où la chaleur et l'humidité se conjuguent, ça va devenir intenable. Dans les zones méditerranéennes, que ce soit en Californie ou autour du pourtour méditerranéen, la France et le Maghreb, etc., les pénuries d'eau vont être la norme. Et ça sera plus possible de faire de l'agriculture comme on fait aujourd'hui. Ça veut dire, quand on est 3-4 milliards de personnes, ça veut dire des problèmes de nourriture, d'alimentation, des guerres, des déplacements de population massifs, et donc tout un équilibre qui est déjà assez fragile sur Terre. C'est déjà assez précaire. Absolument. C'est ça. En fait, pour chaque degré d'augmentation de la température, on perdrait 10% de rendement agricole. Si on arrive à plus 3 degrés, en gros, moins 30% de rendement agricole. Là, la Californie, c'est déjà la sécheresse en permanence. Ils ont déjà fait des canaux pour aller chercher de l'eau dans les montagnes, pour alimenter les villes californiennes, parce qu'il n'y a plus d'eau, et qu'il y a des incendies à répétition, et que les canicules se multiplient. Là, j'ai été filmé à Portland l'été dernier pour un documentaire pour Arte. Ils avaient des dômes de chaleur de 46-47 degrés, avec la température qui ne baisse pas la nuit. Donc évidemment, les personnes les plus fragiles décèdent. Après, on voit le problème. C'est là, on est rattrapé par la guerre en Ukraine, vous l'évoquez, les problèmes énergétiques. Du coup, on se pose la question de refaire tourner des centrales à charbon. Est-ce qu'on a vraiment le choix là, aujourd'hui, quand on est face à des crises comme ça? Parce qu'évidemment, le charbon, c'est ce qui se fait de pire, quasiment. Oui, on a le choix, en fait. C'est ce que le 3e rapport du GIEC nous dit. C'est que, d'une part, on sait comment faire pour stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre, que si on les stabilise, la température va se stabiliser. Et troisièmement, que les flux financiers, en fait, dont nous disposons aujourd'hui, ont simplement besoin d'être réorientés. Il n'y a pas besoin d'aller inventer de l'argent quelque part. Il y a besoin de réinvestir cet argent. Et ça, on l'entend depuis notamment la COP21 à Paris. Est-ce que la France tient ses engagements de la COP? Non. La France ne tient pas ses engagements de la COP. Très peu de pays les tiennent. Là, le 3e rapport du GIEC a fait à nouveau une évaluation. Si tous les pays tenaient les engagements qu'ils ont pris, on va à un réchauffement de 3,2 degrés à la fin du siècle. Alors que l'objectif, c'était 1,5 à la fin de la COP. L'objectif, c'est 1,5. En 2015. Et malheureusement, il y a de très fortes chances que cet objectif soit déjà dépassé entre 2030 et 2040. Oui. Ce qui est dramatique. Donc, il faut agir maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de campagne présidentielle. C'est indispensable que chaque personne qui nous regarde comprenne que voter dans quelques jours, c'est décider de la politique climatique de la France, d'une partie de la politique climatique de l'Europe, pour les 5 ans qui viennent. Or, comme vous l'avez rappelé, c'est dans les
2, 3, 4 années qui viennent que tout va se jouer. Certains disent ne paniquons pas, les technologies nous sortiront de là. La technologie finit toujours par nous sortir des mauvais pas. Là encore, le troisième volet du rapport du GIEC qui vient de sortir montre que pour l'instant, il n'y a pas de rupture technologique qui nous permettrait d'aller rechercher le carbone dans l'atmosphère, que l'essentiel de nos efforts doit se situer plutôt dans la sobriété, dans réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, réinventer la façon dont on vit. Et ça peut être formidable. C'est ça qui est génial, c'est qu'on sait comment faire. On sait comment changer l'urbanisme, on sait comment faire en sorte que les gens partagent les voitures plutôt que d'avoir chacun la sienne. Une voiture, elle reste 90% de son temps garée. On sait faire de l'agriculture régénératrice, on sait isoler les logements. Mais maintenant, il faut décider de le faire. Il y a eu des choses de fait, notamment sur l'isolation des logements. Il y a quand même des milliards et des milliards qui ont été investis. On disait il y a quelques années, il n'y a pas de petits gestes pour sauver la planète. On disait il faut couper l'eau quand on se lave les dents, etc. Vous croyez, vous, la stratégie du colibri où chacun met sa petite goutte, ou là, c'est dépassé tout ça, c'est trop tard pour ça? À nouveau, le rapport du GIEC en parle en disant que, évidemment, les actions individuelles, mais des actions individuelles résolues, c'est-à-dire devenir végétarien, prendre infiniment moins l'avion, prendre infiniment moins sa voiture, ça a un impact. Si ça devient massif, et pour que ça devienne massif, ça doit être orienté par des politiques publiques. On ne peut pas attendre en fait, que chacun d'entre nous prenne conscience et fasse son petit geste. Aujourd'hui, il faut que structurellement, la société nous entraîne dans ces directions-là. À l'orée du danger, face aux hordes sauvages et aux glaciers effondrés, ma main retombe souvent raide comme une assiette. Ma main frêle où se lisent les plissures et les veines que la vie se plaît à gonfler pour une journée encore. Cyril Dion, vous avez écrit à l'orée du danger. Il ne vous reste plus que la poésie pour tenir? Non, il ne me reste pas plus que la poésie, mais la poésie est indispensable pour tenir, oui. Plus que jamais, on a besoin de trouver du sens et de la beauté. Merci à Cyril Dion d'être venu faire entendre donc, ces messages. C'est vrai qu'on n'entend pas et dont on ne parle pas assez, nous les premiers. Ce recueil de poèmes s'appelle « À l'orée du danger ». Il est publié chez Actes Sud. Merci d'être venu dans Télématin.